le cerveau de guerre de l'Amérique vient de s'éteindre. Pas un navire, pas une antenne radar, pas une piste remplie d'avions. Le bâtiment qui réfléchit pour l'ensemble des opérations militaires des États-Unis dans 19 pays, sur 800 000 milles carrés de territoire opérationnel et dans chaque zone de conflit active, de la mer Rouge jusqu'à la frontière afghane. Ce bâtiment a cessé de répondre. Pendant 61 secondes, le centre de commandement et de contrôle le plus puissant sur Terre est resté silencieux, aveugle et injoignable. 74 missiles hypersoniques venaient d'être tirés depuis le sol iranien. Pas contre une flotte, pas contre une base, mais contre une seule adresse, un seul complexe dans le désert à l'extérieur de Doha, au Qatar. Un complexe dont le nom porte à lui seul tout le poids de la puissance militaire américaine au Moyen-Orient, la base aérienne d'Al-Udeid. Elle abrite le quartier général avancé du United States Central Command, le CENTCOM, le centre nerveux qui coordonne chaque décision militaire américaine entre Le Caire et Kaboul. Vous serez très surpris lorsque vous comprendrez ce que l'Iran a réellement ciblé, et encore plus surpris lorsque vous comprendrez ce qui s'est passé pendant ces 61 secondes, ce que l'Amérique a fait en réponse, et pourquoi ce moment a changé de façon permanente la manière dont chaque armée sur Terre pense le bâtiment le plus dangereux du monde. Mais avant de parler de missiles, de centres de commandement et des décisions prises dans les minutes qui ont suivi l'impact, je dois vous donner une image humaine. Parce que parmi tous les briefings classifiés, les évaluations satellitaires et les rapports de dommages sortis de cet affrontement, il existe un moment qu'aucun analyste n'a décrit correctement. Et c'est ce moment qui vous dit tout sur ce qui était réellement en jeu. Imaginez une colonelle de 40 et 1 an, avec 14 ans de service dans l'United States Air Force. Elle se tient devant la console principale des opérations à l'intérieur du Combined Air Operations Center d'Al-Udeid, la salle depuis laquelle chaque frappe aérienne américaine dans l'ensemble du Moyen-Orient est planifiée, autorisée et exécutée en temps réel. Son casque est en place, ses écrans sont actifs, elle gère 17 missions aériennes simultanées dans 4 pays, puis chaque écran dans la salle devient blanc, pas noir, blanc. C'est là que cette histoire commence. Alors, qu'est-ce que le CENTCOM? Et pourquoi l'Iran a-t-il décidé, après 40 ans, à éviter les frappes directes contre l'infrastructure de commandement américaine, de le viser maintenant? La réponse ne commence pas à Téhéran. Elle commence avec une carte et avec l'un des faits stratégiques les plus importants sur la puissance militaire américaine, un fait que presque personne en dehors du milieu de la défense ne comprend pleinement. L'armée américaine ne mène pas ses guerres comme les armées les menaient au XXe siècle, avec des colonnes de chars et des divisions d'infanterie avançant sur une carte. L'armée américaine mène ses guerres par l'information, par l'architecture invisible du commandement, du contrôle, des communications, des ordinateurs, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance. Le système que les planificateurs militaires abrègent sous le nom de C4ISR, cette architecture est la véritable arme américaine. Le porte-avions, le bombardier furtif, la munition à guidage de précision, tout cela n'est qu'un mécanisme de livraison. Ce qui les rend redoutables, ce qui les fait fonctionner ensemble, comme une force unifiée, coordonnée et écrasante, c'est le C4ISR. Et le cœur physique du C4ISR pour tout le théâtre du Moyen-Orient se trouve dans un seul complexe, la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar. 10 000 militaires américains, 36 abris renforcés pour avions, la plus longue piste de la région du Golfe Persique. Et enfoui à l'intérieur, le Combined Air Operations Center, le CAOC, une installation de 100 millions de dollars conçue précisément pour être le cerveau pensant de la puissance militaire américaine dans 19 pays. Depuis ce seul bâtiment, les commandants américains ont coordonné simultanément des opérations en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen et en Somalie. Depuis ce seul bâtiment, ils ont géré l'espace aérien d'un hémisphère entier. Depuis ce seul bâtiment, chaque avion de combat lancé, depuis chaque porte-avions, chaque base, chaque aérodrome allié dans la région, reçoit ses ordres de mission, ses coordonnées de cible, sa fenêtre de retour et ses règles d'engagement. L'Iran étudie ce bâtiment depuis 20 ans. Il en a cartographié l'architecture de communication, il en a
analysé les systèmes électriques, il en a observé les habitudes de dotation en personnel par satellite, par renseignement humain, par collecte de signaux. Et il a passé 20 ans à se poser une question. Qu'arrive-t-il à la puissance militaire américaine au Moyen-Orient si ce bâtiment cesse de penser ? La réponse à cette question est ce qui a mené à la décision de tirer 74 missiles hypersoniques sur une seule coordonnée GPS. Maintenant, il faut comprendre ce que l'Iran a réellement lancé, parce que le mot hypersonique est utilisé constamment dans la couverture médiatique, mais presque jamais expliqué d'une manière qui montre clairement pourquoi il change tout. Chaque système de défense antimissile dans l'inventaire américain a été conçu autour d'une hypothèse fondamentale. Un missile entrant suit une trajectoire balistique prévisible. Il décolle, il monte, il atteint son apogée, il redescend. La trajectoire peut être calculée, le point d'interception peut être déterminé, l'intercepteur peut être positionné. C'est la physique qui sous-tend chaque batterie Patriot, chaque système THAAD, chaque intercepteur SM-3 à bord de chaque navire de guerre américain. Un véhicule planeur hypersonique détruit complètement cette hypothèse. Le Fatah, 2 Iraniens, la variante évaluée par le renseignement américain comme l'arme principale de cette salve, ne suit pas une trajectoire balistique. Il est lancé par un propulseur fusée à des altitudes entre 40 et 60 km, à la frontière entre la haute atmosphère et l'espace. À cette altitude, il se sépare du propulseur et devient un véhicule planeur. Il frôle la limite supérieure de l'atmosphère à des vitesses entre Mach 10 et Mach 6. Il génère autour de sa surface une gaine de plasma faite de gaz ionisé surchauffé, ce qui le rend presque invisible au radar conventionnel. Et il manœuvre continuellement, de façon imprévisible, changeant d'altitude, de cap et d'angle d'approche, d'une manière qui rend son point d'impact incalculable jusqu'aux dernières secondes du vol. Les batteries Patriot PAC-3, qui défendaient à Udeid, étaient conçues pour ce problème, mais elles l'étaient dans une configuration précise. Des menaces arrivant d'une seule direction, dans une seule bande d'altitude, à l'intérieur d'une enveloppe d'engagement spécifique. 74 missiles Fatah, 2 arrivant simultanément depuis 3 vecteurs différents, ont créé un problème géométrique que le système d'engagement Patriot n'avait jamais été appelé à résoudre à cette échelle. Au nord-ouest, depuis les sites de lancement dans la province iranienne du Khouzestan. Au nord-est, depuis des plateformes positionnées dans le golfe d'Oman. Et directement à l'est, depuis des lanceurs mobiles dissimulés dans des installations portuaires commerciales à Bandar Languet. La physique de l'interception hypersonique simultanée à vecteurs multiples est brutalement simple. Vos missiles intercepteurs se déplacent à une vitesse finie. Votre radar peut suivre un nombre fini de cibles simultanément. Votre ordinateur d'engagement peut calculer un nombre fini de solutions d'interception par seconde. Lorsque le nombre de menaces entrantes arrivant de 3 directions différentes à 3 altitudes différentes dépasse la capacité informatique de votre système d'engagement à prioriser et à séquencer, le système n'échoue pas avec élégance. Il hésite, et dans la guerre hypersonique, l'hésitation ne se mesure pas en minutes, mais en milles de rapprochement. Michael Griffin, ancien sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l'ingénierie, a déclaré au Senate Armed Services Committee, lors d'une audience à peine couverte par les grands médias, « Nous ne disposons pas d'une défense fiable et déployable contre une attaque hypersonique coordonnée contre une installation fixe. » Il l'a dit en 2021. Rien de ce qui s'est passé depuis n'a rendu cette affirmation moins vraie. L'Iran a lu ce témoignage. Il l'a étudié. Il a construit sa stratégie autour de lui pendant 4 ans. Maintenant, je dois vous faire traverser ces 60 et 1 seconde. Pas comme un résumé, mais seconde par seconde. Parce que ces 60 et 1 seconde constituent la minute la plus lourde de conséquences dans l'histoire de l'infrastructure de commandement militaire américaine depuis le 11 septembre 2001. Les missiles Fatah, 2 se déplaçant à Mach 12 en phase terminale, parcourent environ 4000 par seconde. Les 3 positions de lancement choisies par l'Iran l'ont été pour placer les missiles à des angles de convergence qui réduisaient au minimum la fenêtre d'engagement. L'écart entre le moment où les systèmes radars d'Al-Udeid ont obtenu une piste confirmée sur les menaces entrantes et le moment de l'impact. Cet écart était de 93 secondes. 93 secondes entre la piste confirmée et l'impact.
À titre de comparaison, la séquence d'engagement standard d'un Patriot PAC-3, de la confirmation de la piste au lancement de l'intercepteur, puis à l'interception, exige un minimum de 45 secondes dans des conditions idéales. Contre une seule menace venant d'une seule direction, avec une image radar propre, contre 74 menaces simultanées venant de 3 vecteurs, l'image radar était activement dégradée par la guerre électronique iranienne. La même architecture de brouillage directionnel utilisée lors d'opérations précédentes dans le Golfe Persique avait été améliorée, puis déployée depuis 3 positions simultanément. La fenêtre d'engagement s'est comprimée de façon catastrophique. Les batteries Patriot à Al-Udeid ont lancé des intercepteurs. Elles ont lancé tout ce qu'elles avaient dans l'ordre priorisé par leurs ordinateurs d'engagement. Dans les 47 secondes entre le premier lancement d'intercepteur et le premier impact, 50 et un des 74 missiles entrants ont été détruits. 23 ne l'ont pas été. Parmi les 23 qui ont pénétré les contre-mesures électroniques actives américaines, les systèmes de brouillage et de déception conçus pour tromper le guidage terminal des missiles ont réussi à en détourner 7 de l'installation principale. Ils ont frappé dans le désert environnant. D'énormes détonations sans perte humaine pour ces 7 impacts. 6 ont atteint les structures bâties d'Al-Udeid. Parmi ces 16, 4 ont frappé des abris renforcés pour avions, 3 ont frappé des zones de stockage de carburant et de munitions sur le périmètre, et 2 ont frappé la piste sans la détruire, mais en y creusant des cratères suffisants pour empêcher les décollages pendant environ 48 heures sans réparation d'urgence. Et 7, les 7 qui ont défini tout ce qui a suivi, ont frappé le complexe du Combined Air Operations Center. Le CAOC avait été construit pour survivre. Ses concepteurs savaient qu'il était une cible. Le plancher principal des opérations se trouve à 40 pieds sous terre, derrière des murs de béton armés conçus pour résister aux munitions conventionnelles. 3 des 7 ogives hypersoniques qui ont frappé le complexe du CAOC ont touché des structures de soutien en surface. Le parc de liaison montante satellitaire, le bâtiment principal de production d'électricité, les systèmes de refroidissement externe qui empêchent l'électronique souterraine de surchauffer. 2 ont frappé directement l'installation souterraine. Les ogives du Fatah 2 transportent des charges pénétrantes, optimisées non pas pour une détonation en surface, mais pour une détonation retardée après avoir traversé plusieurs mètres de béton. Le centre d'opération souterrain ne s'est pas effondré. Il n'a pas été détruit. Mais pendant 61 secondes, le temps nécessaire au système d'alimentation de secours pour s'enclencher, au relais de communication d'urgence pour établir des liaisons montantes alternatives, et au protocole automatisé de reroutage du réseau pour trouver des chemins autour des connexions satellitaires sectionnées, le CAOC n'a produit aucune sortie, aucune communication, aucun ordre de mission, aucune image radar, aucun trafic vocal. Pendant 61 secondes, 17 missions aériennes américaines actives dans 4 pays, volées sans voie de commandement, sans données de menaces mises à jour, sans canaux d'autorisation, sans capacité de recevoir de nouveaux ordres ou de transmettre leur propre rapport de situation. 61 secondes. Pendant ce temps, un missile hypersonique parcourt 244 000. Voilà ce que l'Iran voulait dire lorsqu'il a ciblé un bâtiment plutôt qu'une flotte. Maintenant, parlons de ce que ces 17 missions ont fait pendant 61 secondes de silence radio, parce que c'est le détail qui révèle à la fois l'extraordinaire résilience de l'entraînement militaire américain et la terrifiante vulnérabilité d'une architecture de commandement construite autour d'un seul node. Les pilotes de combat américains sont entraînés à la perte de communication. La procédure s'appelle LOSTCOM, la procédure de perte de communication, et chaque aviateur la pratique constamment. Si vous perdez le contact avec votre autorité de commandement, vous terminez votre mission en cours. Vous ne déviez pas de votre profil de vol autorisé le plus récent et vous retournez à la base selon l'horaire préplanifié. Vous n'improvisez pas, vous n'escaladez pas, vous maintenez ce que vous avez jusqu'au rétablissement du contact. 14 des 17 missions ont suivi parfaitement la procédure LOSTCOM, elles ont maintenu leur position, conservé leur altitude et attendu. 3 ne l'ont pas fait.
Non pas parce que leurs pilotes ont paniqué, mais parce que leur situation tactique, pendant ces 61 secondes, ont changé d'une manière que la procédure LOSTCOM ne couvre pas. La première était un groupe de frappe de 4 avions F-15E opérant au-dessus de la Syrie, à 30 secondes du largage d'armes sur une cible autorisée. Leur fenêtre d'autorisation, la période précise pendant laquelle ils étaient autorisés à larguer, a expiré pendant les 60 et 1 seconde de silence. Selon la procédure standard, ils auraient dû annuler. Ils n'ont pas annulé. Le commandant de mission, un lieutenant-colonel, avec 2 déploiements de combat, a pris une décision de jugement. Il a largué. La cible a été détruite, mais la décision a été prise sans autorisation du commandement par un pilote incapable de joindre qui que ce soit pour demander. La deuxième était une patrouille aérienne de combat au-dessus de la mer Rouge, couvrant un convoi naval contre des menaces de drones Houthis. Pendant les 61 secondes de silence, le convoi a signalé des contacts de drones actifs. La chef de patrouille a demandé l'autorisation d'engager, aucune réponse. Elle a engagé de sa propre autorité en vertu des règles d'engagement permanentes qui permettent l'autodéfense et la défense des forces amies sans autorisation précise du commandement. Elle avait raison de le faire. Elle opérait aussi d'une manière que toute l'architecture du commandement centralisé est conçue pour empêcher. La troisième a été la plus lourde de conséquences. Un avion de reconnaissance opérant près de la frontière iranienne, chargé d'une mission de collecte de renseignements d'origine électromagnétique, a transmis automatiquement une rafale de données collectées par son protocole de détresse lorsqu'il a détecté que le canal de commandement était devenu silencieux. Cette rafale, une transmission de sécurité automatisée de routine conçue pour préserver les données de renseignement au cas où l'appareil serait perdu, a été détectée par le renseignement d'origine électromagnétique iranien. Les Iraniens savaient désormais que l'appareil se trouvait dans une zone précise, collectant des types précis de signaux à ce moment précis. La mission de reconnaissance a été immédiatement annulée et l'appareil redirigé, mais l'exposition avait eu lieu. 60 et 1 seconde de silence ont produit 3 décisions non autorisées, une exposition de renseignements et une leçon permanente sur ce qui se passe lorsqu'une architecture de commandement centralisée perd son centre. Voilà ce que l'Iran a acheté avec 74 missiles. Non pas la destruction du bâtiment, non pas la mort des gens à l'intérieur, mais la preuve de concept. La démonstration que le cerveau peut être forcé à faire une pause et que cette pause, même brève, propage des conséquences dans le système d'une manière impossible à contrôler. Maintenant, prenons du recul, parce que cet affrontement n'est pas resté au Qatar. Dans les heures suivant la frappe contre Al-Udeid, les ondes de choc ont atteint chaque capitale et chaque ministère de la Défense sur la planète. Laissez-moi vous présenter exactement ce qui s'est passé, pays par pays, décision par décision, parce que les réponses révèlent quelque chose de bien plus important que l'affrontement lui-même. Commençons par le Qatar, parce que la réponse du pays hôte à une attaque contre une infrastructure américaine sur son sol est l'histoire que chaque État du Golfe observe avec la plus grande attention. Le gouvernement qatari a publié une condamnation dans les 2 heures suivant la frappe. Un langage fort, une attribution claire à l'Iran, une solidarité publique avec les États-Unis. Mais derrière cette condamnation, dans les conversations tenues à l'intérieur du palais de l'émir et entre responsables qataris et américains de la défense, la question posée était la même que celle que se pose maintenant chaque petit État du Golfe qui accueille des bases américaines sur son territoire. Sommes-nous aussi une cible? En accueillant le CENTCOM, en fournissant le terrain, l'infrastructure et le territoire souverain, sur lequel opère le cerveau de guerre américain, avons-nous fait de nous-mêmes une coordonnée GPS permanente sur la liste de ciblage iranienne? La réponse donnée par les responsables américains à leurs homologues qataris dans les heures qui ont suivi la frappe était honnête et inconfortable. Oui, vous avez toujours été une cible. Ce qui a changé, c'est que l'Iran a maintenant démontré la volonté de frapper et la capacité de causer des dommages importants, même contre une infrastructure renforcée et défendue. Cette honnêteté a produit une conversation qui se développe depuis 2 ans et que cette frappe a maintenant rendue urgente. Le Qatar
a discrètement ouvert des discussions préliminaires sur l'empreinte physique du CENTCOM, sur la question de savoir si la concentration de l'infrastructure de commandement américaine dans un seul lieu, sur une petite péninsule du Golfe Persique, demeure stratégiquement viable à l'ère des armes de précision rapide et exacte. Ces discussions ne sont pas publiques, elles ne le seront pas avant un certain temps, mais elles ont lieu. Passons maintenant à l'Arabie Saoudite. La réaction du Royaume à la frappe d'Al-Udeid a été rapide et révèle quelque chose d'important sur l'état actuel des calculs stratégiques de Riyad. Dans les 4 heures suivant la frappe, l'Arabie Saoudite a activé l'ensemble de son réseau de défense aérienne de théâtre, la combinaison en couche de Patriot Pacroix, de THAD et de systèmes à courte portée qui protègent les infrastructures pétrolières et les centres de population du Royaume. Pas parce que l'Arabie Saoudite était attaquée, parce que le ministère saoudien de la Défense a mené sa propre évaluation de la logique de ciblage iranienne et a conclu que l'activation était prudente. Si l'Iran était prêt à frapper le quartier général du CENTCOM, les installations d'Aramco à Abqaiq-e-Khouré, déjà attaquées une fois par l'Iran en 2019, entraient dans la même philosophie de ciblage, décapiter la prise de décision, paralyser la réponse, puis négocier à partir d'une position de capacité démontrée. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a appelé le conseiller américain à la sécurité nationale dans les 6 heures suivant la frappe. L'appel a été décrit par un participant s'exprimant anonymement à une grande publication américaine comme direct et sans ambiguïté. Riyad voulait 2 choses, la confirmation que la réponse américaine à l'Iran serait décisive et un calendrier accéléré pour le traité de défense globale en négociation depuis 18 mois. Les 2 demandes ont été entendues. Une seule a reçu une réponse positive immédiate. Regardons maintenant Israël, parce que la réponse d'Israël à la frappe d'Al-Udeid comporte une dimension qui dépasse largement le Golfe Persique. Les services de renseignement israéliens avaient reçu un avertissement préalable précis concernant la frappe. Pas le moment, pas la cible, mais le schéma opérationnel qui l'a précédé. 3 signaux iraniens que le renseignement électromagnétique israélien suivait depuis des semaines ont convergé dans les 48 heures précédant le lancement. Lorsque la frappe a eu lieu, l'évaluation initiale du renseignement militaire israélien, partagée avec les homologues américains dans les 90 minutes, contenait une phrase essentielle, c'est le modèle opérationnel. Ils vont l'utiliser à nouveau. Cette évaluation, c'est le modèle qu'ils vont utiliser à nouveau à guider tout ce que l'Amérique a fait ensuite, parce que la réponse américaine à la frappe d'Al-Udeid n'a pas été celle que l'Iran attendait. Elle n'a pas été celle que la plupart des analystes occidentaux prédisaient. La réponse attendue, celle que les planificateurs de guerre iraniens avaient modélisée dans leur évaluation des schémas décisionnels américains, était une frappe de représailles conventionnelle contre des installations des gardiens de la révolution à l'intérieur de l'Iran, sites de production de missiles, infrastructures de lancement, nœuds de commandement, le genre de frappe que l'Iran pouvait absorber qui satisferait les exigences politiques intérieures américaines, qui serait largement couverte à la télévision, puis qui deviendrait la base d'un prochain cycle de négociations. L'Iran s'était préparé à cette réponse, son réseau de défense aérienne avait été repositionné, ses installations les plus sensibles avaient été renforcées ou dispersées, ses dirigeants avaient été déplacés vers des sites secondaires. Toute la posture d'après-frappe des gardiens de la Révolution était conçue pour survivre à une frappe de représailles conventionnelle américaine et émerger ensuite avec ses capacités centrales intactes et son récit de dissuasion. Nous pouvons absorber la punition américaine et durer intacte et renforcée. L'Amérique ne leur a pas donné la réponse à laquelle ils s'étaient préparés. Dans les 6 heures suivant la frappe d'Al-Udeid, le United States Cyber Command et la National Security Agency ont exécuté une opération coordonnée contre le réseau de commandement et de contrôle des missiles hypersoniques iraniens que l'évaluation classifiée, d'après opération décrit, dans un langage presque jamais utilisé dans des documents officiels, comme une pénétration totale. Chaque nœud du réseau de ciblage et d'autorisation de lancement des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution était pénétré, non pas perturbé, pénétré, compromis, rendu transparent. Les analystes américains pouvaient désormais lire, en temps réel, chaque communication entre les commandants de sites de lancement des gardiens de la Révolution et leurs supérieurs.
Il pouvait voir les évaluations des dommages compilés pour le bureau du guide suprême Khamenei. Il pouvait voir le débat interne entre les commandants qui considéraient la frappe d'Al-Udeid comme un succès stratégique et ceux qui avertissaient, avec une urgence croissante, que la réponse n'était pas encore venue et que, lorsqu'elle viendrait, elle pourrait ne pas être celle qu'ils avaient modélisée. Ces voix d'alerte avaient raison. 48 heures après la frappe d'Al-Udeid, des bombardiers furtifs américains B-2 Spirit ont détruit 3 cibles précises à l'intérieur de l'Iran. Ils étaient partis de la base aérienne de Whiteman, au Missouri, dans un profil de mission exigeant de multiples ravitaillements en vol au-dessus de l'Atlantique et de l'océan Indien. Le profil avait été conçu précisément pour démontrer que la portée américaine ne dépend pas des bases régionales pouvant être frappées par des missiles hypersoniques. La première était l'installation principale de production du véhicule planeur hypersonique Fatah, situé dans un complexe souterrain renforcé près d'Ispahan. Pas les sites de lancement, l'usine, l'endroit où les missiles sont assemblés, testés et transférés aux unités opérationnelles. 1B, 2, une bombe GBU, 57 Massive Ordnance Penetrator, une bombe anti-bunker de 30 000 livres conçue précisément pour détruire des installations souterraines renforcées, et 2 décennies de capacité iranienne de fabrication hypersonique ont été réduites en décombres à 200 pieds sous terre. La deuxième cible était le complexe de guerre électronique des monts Zagros, le réseau de brouillage directionnel qui avait été la couche habilitante de chaque opération iranienne de guerre électronique dans le golfe Persique au cours des 18 derniers mois. Sa destruction a retiré à l'Iran la capacité de mener des perturbations électromagnétiques coordonnées à grande échelle contre les réseaux américains de radar et de communication. Sans cette capacité de brouillage, la doctrine de salve hypersonique perd sa couche habilitante. Des missiles sans protection électronique sont beaucoup plus faciles à suivre et à intercepter. La troisième cible a été choisie avec une précision qui envoyait un message plus clairement que n'importe quelle déclaration diplomatique. C'était le bâtiment précis à l'intérieur du complexe du quartier général des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution à Téhéran, où la planification de la frappe d'Al-Udeid avait été menée. Le renseignement américain ayant pénétré le réseau des gardiens de la Révolution dans les heures suivant la frappe, a identifié la pièce. Les planificateurs, qui avaient passé 3 ans à concevoir la solution de ciblage pour Al-Udeid, se trouvaient dans le bâtiment lorsqu'il a été frappé. Le général Kenneth Mackenzie, parlant à titre de retraité devant un forum de politique de défense, a décrit ce que communiquait le choix de cette troisième cible. Lorsque vous démontrez que vous savez non seulement où se trouvent les armes de quelqu'un, mais aussi où dorment ses planificateurs, vous envoyez un message sur la profondeur de votre pénétration du renseignement qu'aucun système d'armes ne peut transmettre à lui seul. Et maintenant, regardons les images sur les écrans à Téhéran, parce que c'est là que le coût total de la frappe d'Al-Udeid devient clair pour ceux qui l'ont ordonné. Les gardiens de la Révolution sont entrés dans cette opération avec une logique stratégique précise, frapper le cerveau de la puissance militaire américaine au Moyen-Orient, prouver qu'aucune installation américaine, aussi renforcée, aussi défendue soit-elle, n'est hors de portée de l'Iran. Forcer une réévaluation du positionnement militaire américain dans le Golfe et créer un moment de capacité démontrée pouvant être utilisé dans l'inévitable négociation diplomatique qui suivrait. Les résultats cinétiques étaient réels, Al-Udeid a été frappé, le CAOC est devenu silencieux pendant 60 et 1 seconde. Les dommages structurels étaient suffisamment importants pour que des portions de l'installation nécessitent des semaines de réparation. Plusieurs militaires américains ont été blessés, c'est pas rien. Les médias d'État iraniens en ont fait toute une victoire. Les images de fumée s'élevant au-dessus d'Al-Udeid ont tourné en boucle sur chaque chaîne d'État pendant 72 heures, accompagnées d'une narration décrivant la défaite de l'arrogance américaine par les soldats de Dieu. Mais voici l'image que les médias d'État iraniens n'ont pas montrée. Le CAOC est resté silencieux pendant 61 secondes. Puis il ne l'était plus. Les systèmes de secours ont fonctionné, les communications reroutées ont fonctionné, les nœuds de commandement distribués que les architectes du CENTCOM avaient discrètement intégrés au système précisément parce qu'ils savaient qu'Al-Udeid était une cible, ceux-là ont fonctionné. La mission a continué. Les opérations aériennes américaines interrompues
pendant 61 secondes ont repris. Dans les 4 heures suivant la frappe, Al-Udeid avait rétabli sa pleine capacité de commandement au moyen de nœuds alternatifs. Dans les 48 heures, les cratères de la piste avaient été réparés et les opérations aériennes avaient repris. Puis les B-2 sont venus du Missouri, à travers l'Atlantique, à travers l'océan Indien. Un profil de mission de 12 000 milles choisi précisément pour démontrer que la projection de puissance américaine ne nécessite pas de base régionale pouvant être ciblée. Que le B-2 et la GBU 5-7 peuvent atteindre n'importe quoi, n'importe où, peu importe ce qui arrive au bâtiment au Qatar. L'installation de production du Fatah, de près d'Ispahan, l'installation qui a pris 8 ans et environ 2,4 milliards de dollars de fonds sous sanction à construire, a disparu. Le réseau de brouillage des agros a disparu. La cellule de planification des gardiens de la révolution a disparu. Et les dirigeants iraniens font maintenant face à une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre publiquement, parce que la réponse abîme le récit de dissuasion, autour duquel la République islamique a construit son identité régionale depuis 40 ans. Si le cerveau de guerre de l'Amérique peut être frappé, perturbé pendant 61 secondes, puis complètement restauré en 4 heures, pendant que l'installation de production d'armes qui a rendu la frappe possible est détruite simultanément depuis 12 000 milles de distance, qu'est-ce que cette frappe a exactement accompli ? Les 60 et 1 seconde de silence que la télévision d'État iranienne a célébré comme une victoire historique sont les mêmes 60 et 1 seconde que les ingénieurs américains utilisent maintenant comme jeu de données pour une refonte complète de l'architecture de commandement du CENTCOM. Une refonte qui distribuera ses fonctions sur 14 nœuds dans 8 pays afin qu'aucun bâtiment unique, aucune coordonnée GPS unique, aucune salve hypersonique unique ne puisse jamais produire ces 60 et 1 seconde à nouveau. L'Iran a tiré 74 missiles pour prouver que le cerveau pouvait être mis en pause. L'Amérique a utilisé ces 60 et 1 seconde pour construire un cerveau qui ne peut pas être mis en pause. Revenons au début, à cette colonelle devant sa console, au moment où chaque écran est devenu blanc. Elle a dit aux enquêteurs, dans une déposition enregistrée 3 jours après la frappe, ce qu'elle avait fait pendant ces 61 secondes. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas quitté sa console. Elle a sorti la carte plastifiée Lost.com que chaque opérateur garde dans la poche gauche de sa poitrine, la carte qui vous dit quoi faire quand le système échoue, et elle a commencé à la suivre étape par étape dans la lumière blanche des écrans morts, en attendant que le système revienne. Il est revenu, en 61 secondes, il est revenu, et maintenant, livrons le verdict que chaque ministère de la Défense, de Pékin à Moscou, en passant par Riyad, a déjà atteint. Le verdict que les propres évaluations internes des dommages des gardiens de la Révolution, lues en temps réel par les analystes du renseignement américain, confirment dans le langage utilisé par les commandants iraniens eux-mêmes. Le programme hypersonique iranien a pris 20 ans à construire, il a fallu 8 ans pour développer précisément le Fatah, 2, il a fallu 3 ans pour planifier la solution de ciblage d'Al-Udeid, et il a fallu une nuit d'opération de B-2 pour détruire l'infrastructure de production qui le rend durable. Le réseau de guerre électronique, qui était la couche habilitante de toute la doctrine de salve hypersonique, le réseau sans lequel les missiles sont beaucoup plus vulnérables à l'interception, est détruit. La cellule de planification qui a conçu l'opération a disparu. Et la leçon architecturale que 61 secondes ont enseignée aux ingénieurs américains est déjà intégrée à un système de commandement distribué qui fera en sorte que la prochaine frappe contre Al-Udeid, si l'Iran pouvait même en tenter une, ce qu'il ne peut plus faire maintenant, produisent non pas 61 secondes de silence, mais 0. Les gardiens de la Révolution ont visé le cerveau de guerre. Le cerveau de guerre est devenu silencieux pendant 61 secondes. Puis il a pensé plus vite que jamais auparavant. Et l'Iran se retrouve à regarder une installation fumante à l'extérieur d'Ispahan, une montagne ruinée dans la chaîne des Zagros et une question sans bonne réponse. Vous avez ciblé le cerveau a survécu, et maintenant, il s'est redessiné pour que vous ne puissiez plus jamais le cibler de la même manière. Quel est le plan pour demain ? L'image sur les écrans à Téhéran est très claire ce soir.
Et ce n'est pas l'image que le guide suprême Khamenei s'attendait à regarder lorsqu'il a autorisé cette opération. L'Iran a visé la pensée de l'Amérique a utilisé la perturbation pour penser mieux. Les gardiens de la révolution ont tendu le piège le plus sophistiqué de l'histoire, de leur doctrine de guerre asymétrique, et le piège s'est refermé sur lui-même. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt